La cuisine, c'est par là. Dans l'arrière-cuisine des sciences. Le mois dernier, l'Académie des sciences de Suède attribuait le prix Nobel de physique 2017 aux scientifiques états-uniens Rainer Weiss, Kip S. Thorne et Barry C. Barish pour leur contribution décisive au détecteur LIGO et à l'observation d'ondes gravitationnelles. Ondes gravitationnelles, vous savez, ces petites rides prédites par Albert Einstein il y a un siècle, qui déformeraient la structure même de notre espace-temps comme des ronds dans l'eau lorsqu'un événement cosmique d'une ampleur phénoménale se produit. Voilà une occasion parfaite pour faire quelques minutes de philosophie des sciences ensemble. Comment diantre ce détecteur LIGO permet-il d'observer des ondes gravitationnelles ? Serait-ce une espèce de télescope bizarre qui permettrait de voir des choses incroyables en mettant son œil dedans ? Nous allons voir à quel point cette image est fausse. L'astrophysicien Aurélien Barraud a mis les pieds dans le plat dès le 11 février 2016, jour de la première publication d'une observation d'ondes gravitationnelles par l'équipe de LIGO, dans un billet intitulé « Vient-on vraiment de découvrir les ondes gravitationnelles ?» Pour les astrophysiciens, la cause était entendue. Depuis 1975, les ondes gravitationnelles étaient devenues une réalité. Deux physiciens, Hulse et Taylor, avaient observé deux étoiles à neutrons tournant l'une autour de l'autre et constaté qu'elles se rapprochaient continuellement, à un rythme correspondant très précisément à la perte d'énergie causée par l'émission d'ondes gravitationnelles. Bref, si vous voulez, en écoutant le plouf fait par ce système binaire en train de s'écraser sur lui-même, on peut être à peu près certain qu'il a fait des vagues. Tout cela fut couronné par le prix Nobel 1993 décerné à Hulse et Taylor. Voilà pourquoi le résultat de LIGO n'a été une surprise pour aucun physicien. Mais vous allez me dire, ça, c'est une observation indirecte. En 1975, on n'a fait qu'observer des conséquences visibles de l'existence d'ondes gravitationnelles, mais on n'a pas vu directement ces ondes. Alors que, si vous avez suivi la presse autour de LIGO et du dernier prix Nobel, maintenant on peut observer directement ces ondes, comme on observe les étoiles dans le ciel. Disséquons alors brièvement ce que recouvrent ces observations. LIGO est composé de deux bras perpendiculaires d'exactement 4 km chacun, au bout desquels des miroirs sont placés. Ces deux bras sont constitués de tunnels sous un vide poussé, dans lesquels on fait passer un rayon laser qui fait des allers-retours à l'intérieur. La superposition des deux rayons laser, au retour, au point de départ, permet alors de repérer lorsque l'un des bras s'est raccourci ou allongé de façon infinitésimale par rapport à l'autre. Quand je dis infinitésimale, c'est qu'on est bien en dessous de la taille d'un atome. On est même en dessous de la taille du proton. Et vous l'aurez compris, lorsqu'une onde gravitationnelle traverse la Terre, elle va faire légèrement varier les distances. Ok. Mais il y a une myriade de choses qui vont également faire varier la longueur des bras de LIGO de façon aussi minime. Des ondes sismiques par exemple, qui parcourent toute la Terre de façon insensible à chaque tremblement de terre, quelque part sur le globe. Des vibrations d'origine humaine aussi. LIGO est tellement sensible qu'il peut détecter un camion circulant à 10 km à la ronde. Et même la simple agitation thermique des atomes des miroirs, des bras en acier, etc. C'est pourquoi il a été construit dans des zones désertiques, qu'il est placé sous vide, entouré d'atténuateurs sismiques et de toute une batterie de précautions incroyables afin d'éliminer ce que les physiciens appellent du bruit, c'est-à-dire, par définition, un signal qui ne correspond pas à ce qu'on cherche. Seulement, une fois qu'on a pris toutes ces précautions, il en reste du bruit, et pas qu'un peu. Alors, distinguer une onde gravitationnelle dans les micro-tremblements de nos deux vaillants bras laser, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et précisément, le combat est perdu d'avance si vous ne savez pas déjà à quoi doit ressembler cette aiguille. Une expérience comme LIGO est donc précédée de calculs théoriques, préparés depuis plusieurs décennies, consistant à construire a priori toutes les formes que pourront prendre les signaux générés par les ondes gravitationnelles, en supposant que notre théorie, ici la relativité générale, est vraie. Des algorithmes très puissants vont ensuite traiter le signal enregistré par LIGO pour le nettoyer de tout ce qui ne peut pas ressembler à ce qu'on attend être la signature d'une onde gravitationnelle. Et lorsqu'on en tient une, enfin, tadam, nous avons trouvé ce que nous avions supposé au début. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi les philosophes des sciences interrogent depuis plus d'un siècle la distinction entre observation directe et observation indirecte. Dans le cas de LIGO, pour parler d'observation, il a fallu d'abord faire des calculs très complexes reposant sur la théorie de l'électromagnétisme, la mécanique quantique, la relativité générale, et des hypothèses astrophysiques sur le comportement possible des différentes sources d'ondes gravitationnelles, étoiles à neutrons, trous noirs, etc. Afin de transformer une série informe de points en une belle signature d'ondes gravitationnelles.
comme si nous venions de recevoir un message radio signifiant « Coucou, je suis une onde gravitationnelle ». La différence avec l'accélération de nos étoiles à neutrons en 1975 n'est du coup plus si évidente. L'un des premiers philosophes des sciences à avoir contesté cette opposition entre observation indirecte, qui serait déduite d'une théorie, et observation directe, qui serait purement empirique, s'appelle Pierre Duhem. C'était un grand savant français de la fin du XIXe siècle. Ceux qui ont fait de la physique ou de la chimie devraient se souvenir de quelques formules portant son nom. Il publie en 1906 un ouvrage épistémologique majeur intitulé « La théorie physique, son objet et sa structure », dans lequel il montre que le résultat d'une expérience de physique n'est jamais univoque, que son interprétation repose toujours sur des hypothèses théoriques préalables, et donc que cette interprétation peut aussi toujours être révisée si l'on abandonne certaines hypothèses. Une fois qu'on a dit ça, que nous apprend véritablement LIGO ? Il nous apprend quelque chose, c'est certain. Parvenir à extraire au bout de tout ce processus un signal correspondant parfaitement à nos hypothèses de départ relève de l'exploit. LIGO aurait très bien pu ne rien trouver du tout, ou produire des signaux incohérents, inexploitables. Ce que nous apprend ici Duhem, c'est que si nous avons bien validé quelque chose avec une expérience de ce type, c'est tout à la fois notre instrument et notre théorie. Vous pouvez admettre que l'instrument fonctionne parfaitement et que la théorie est confirmée. Ou refuser les deux, rejeter la théorie et expliquer que l'instrument fonctionne mal. Mais il est impossible de désintriquer les deux. Théorie ou expérience scientifique vont de pair, et l'un ne peut pas marcher sans l'autre.